Bonsoir, bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette soirée consacrée à Gabriela Mistral. Avant de débuter, on vous propose d'écouter d'abord ses vers et je remercie notre étudiante de Sciences Po mais également en double cursus avec la Sorbonne et qui se trouve être aussi une de tes étudiantes, Irène. Là, c'est vraiment les circonstances, la magie mistralienne qui a opéré aujourd'hui. Chloé qui va nous lire en espagnol La Fuga, que tu ensuite liras en français. Je remercie Chloé parce que là, on a un groupe de classe d'espagnol qui a travaillé l'œuvre de Mistral. Donc merci à vous de vous lancer dans une lecture dans une langue non maternelle pour l'espagnol. Merci et à tout de suite. La fuga. Madre mía en el sueño, hondo por paisajes cardenosos, un monte negro que se contornea, siempre para alcanzar el otro monte, y en el que sigue estás tú vagamente. 5. Pero siempre hay otro monte redondo que circundar para pagar el paso, al monte de tu gozo y de mi gozo. Mas a trechos tú misma vas haciendo el camino de juegos y de expolios. 10. Vamos las dos sintiéndonos, sabiéndonos, mas no podemos, vemos en los ojos, y no podemos trocarnos palabra, cual la Eurídice y el Orfeo, solos. Las dos cumpliendo un voto o un castigo. 15. Ambas con pies y con acentos rojos. Pero a veces no vas al lado mío. Te llevo en mí en un peso angustioso y amoroso a la vez como pobre hijo, galeoto a su padre, galeoto. 20. Y hay que enhebrar los ceros repetidos sin decir el secreto doloroso, que yo te llevo hurtada a dioses crueles, y que vamos a un Dios que es de nosotros. Y otras veces ni estás cero adelante. 25. Ni vas conmigo, ni vas en mi soplo. Te has disuelto con niebla en las montañas, te has cedido al paisaje cardenoso, y me das unas voces de sarcasmo. Desde 3 puntos, y en dolor me rompo. 30. Porque mi cuerpo es uno, el que me diste, y tú eres un agua de 100 ojos. Y eres un paisaje de 1000 brazos. Nunca más lo que son los amorosos. Un pecho vivo sobre un pecho vivo. 35. Nudo de bronce hablando en sollozo. Y nunca estamos, nunca nos quedamos. Como dicen que quedan los gloriosos, delante de su Dios en 2 anillos, de luz o en 2 medallones absortos. 40. Encertados en un rayo de gloria, o acostados en un cauce de oro. O te busco, y no sabes que te busco. O vas conmigo, y no te veo en el rostro. O vas en mí, por terrible convenio. 45. Sin responderme con tu cuerpo sordo, siempre por el rosario de los cerros, que cobran sangre para entregar gozo, y hacen danzar en tomo a cada uno. Hasta el momento de la sien ardiendo. 50, del cascabel de la antigua demencia y de la trampa en el vórtice rojo. La fugue. Ma mère, dans le rêve, je vais par des paysages violetés. Un mont noir qui se contourne toujours pour atteindre l'autre mont, et sur le suivant, toi tu es vaguement, mais toujours vient un autre mont arrondi dont on doit faire le tour pour payer le passage au mont de ta joie et de ma joie. Mais de temps en temps, toi-même tu crées le chemin de jeu et de spoliation. Toutes deux, nous allons nous sentant, nous sachant, mais nous ne pouvons nous regarder dans les yeux, et nous ne pouvons échanger une parole, telle Eurydice et Orphée seuls, toutes deux accomplissant vœu ou châtiment, chacune avec des pieds et un accent brisé. Mais parfois tu ne vas pas à mes côtés,
Je te porte en moi, en un poids angoissant et amoureux à la fois, comme un pauvre fils entremetteur, son père entremetteur. Et il faut passer le chat des collines répétées, sans dire le secret douloureux. Je te porte, dérobé à des dieux cruels, et nous allons vers un Dieu qui est nôtre. D'autres fois, tu n'es pas devant moi sur la colline, tu ne vas ni près de moi, ni dans mon souffle. Tu t'es dissoute dans la brume des montagnes, tu t'es cédée au paysage violeté. Et tu me hèles à haute voix de sarcasme, depuis 3 points, et de douleur je me romps, car mon corps est un, celui que tu me donnas. Et toi, tu es une eau au sang yeux, tu es un paysage aux 1000 bras, jamais plus ce que sont les amoureux, un sein vivant sur un sein vivant, nœud de bronze amolli en sanglots. Et jamais nous ne sommes, jamais nous ne demeurons comme on dit que demeurent les glorieux, devant leur Dieu en 2 anneaux de lumière ou en 2 médaillons absorbés, enfilés sur un rayon de gloire ou couchés dans le lit d'un fleuve d'or. Où je te cherche et tu ignores que je te cherche, où tu vas près de moi et je ne vois pas ton visage, où en moi tu vas en un terrible accord sans me répondre avec ton corps sourd, toujours par le rosaire des collines, qui exigent du sang pour livrer de la joie et qui font danser autour de chacune d'elles, jusqu'à l'instant de la tempe qui brûle, du grelot de l'ancienne démence et du traquenard dans le tourbillon rouge. Merci beaucoup. Nous souhaitions lancer cet événement en écoutant les mots, les vers de Gabriela Mistral. Merci à toi, Irène, de les avoir traduits, interprétés, puis maintenant lus en direct pour nous, parce que c'est tout un art, celui de la traduction, et nous aurons l'occasion d'y revenir. Señor embajador, monsieur l'ambassadeur du Chili en France, chère équipe de l'ambassade du Chili, mesdames et messieurs, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir aujourd'hui à Sciences Po pour cet événement autour de Gabriela Mistral. Un événement qui marque aussi un moment historique puisque nous lançons cette année les célébrations de l'obtention du prix Nobel par Gabriela Mistral, donc qu'il a obtenu en 1945, qui n'est pas n'importe quelle date évidemment, au sortir de la guerre. Et puis, de manière aussi assez symbolique, c'est le lendemain de son anniversaire. Elle est née un 7 avril. Donc, c'est l'occasion de la mettre en avant, en sachant qu'autour de la table, je pense qu'on a 2 parmi les plus grands spécialistes de Gabriela Mistral. Donc, nous en sommes absolument heureux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc effectivement, que l'on puisse célébrer Gabriela Mistral à la Maison des Arts et de la Création de Sciences Po, cela peut paraître naturel, parce que c'est l'une des plus grandes poétesses du XXe siècle. Et comme on va le voir, c'est également une personnalité d'exception, une visionnaire. Mais pour nous, évidemment, à la Maison des Arts, on souhaite développer les imaginaires des étudiants qui puissent trouver une voix, trouver une plume, et se lancer dans cette créativité et également gagner cette liberté grâce aux arts. C'est ce que l'on souhaite faire. Mais ensuite, il est vrai qu'à Sciences Po, le fait d'avoir un événement autour de l'une des femmes qui s'est le plus engagée pour l'éducation des enfants, mais également l'éducation tout au long de la vie, l'éducation comme un instrument aussi de liberté, est particulièrement important. Et donc, les étudiants aujourd'hui, je remercie Chloé qui a lancé cet événement. Nous les entendrons parce qu'ils ont préparé cette rencontre. On aura plusieurs interventions d'étudiantes qui vont poser des questions. Nous aurons des étudiantes du programme des études sur le genre Présage, et nous remercions ses partenaires à Sciences Po pour cela, des étudiantes ambassadrices de la Maison des Arts et de la Création, et nous les remercions. Et puis, on a des étudiants qui ne sont pas entre nos murs, mais qui nous écoutent dans un amphithéâtre qui s'appelle Gabriela Mistral. Ce sont les étudiants de notre campus latino-américain de Poitiers. Et donc, on souhaite les saluer de manière très vive, en sachant qu'en plus, les étudiants de Poitiers ont un totem qui est « Se ve, se siente, Poitiers está presente ». Donc, Poitiers, les saludamos desde acá. Et bien sûr, nous, depuis l'amphithéâtre Simone Veil, qui est encore un autre symbole depuis Paris. Et donc, nous sommes accompagnés par 2
grand spécialiste de l'œuvre de Mistral. Je vais commencer par toi. Diego de Pozo, qui est donc attaché culturel à l'ambassade du Chili en France, mais qui est aussi écrivain, cinéaste, enseignant. Là, on est une table de profs, de profs artistes. Voilà, exactement. Et tu t'es spécialisé sur l'œuvre de Gabriela Mistral. Tu as publié plusieurs ouvrages qui lui sont dédiés, et puis très novateurs, très innovants. Et tu es également un spécialiste de Violeta Parra et de Roberto Bolaño, entre autres. Donc un grand littéraire. Et puis Irène Guéraud. Toi aussi, tu es prof, donc maîtresse de conférence à l'université de la Sorbonne, et on salue les étudiants de la Sorbonne qui sont parmi nous ce soir. Et tu es également écrivaine, poétesse, ce qui va aussi être peut-être un dénominateur pour l'échange qui va venir, et bien sûr traductrice, puisque tu as traduit 2 ouvrages. Alors j'en ai un là, hop, j'ai Essar et j'ai Lagar, Pressoir et Essar, aux éditions 1 en 21 et en 23. Et surtout, en avant-première, on peut annoncer la date de parution de ta prochaine traduction, et pas des moindres, le 7 mai aux éditions 1, de Poèmes du Chili. Et on reviendra pour parler de cette œuvre absolument magistrale de Gabriela Mistral. Et avant de vous laisser la parole et de commencer l'échange, peut-être pour celles et ceux qui connaîtraient moins soit la vie, soit l'œuvre de Gabriela Mistral, peut-être revenir sur quelques éléments saillants de sa biographie et bibliographie aussi. Gabriela Mistral, son vrai nom est donc Lucila Godoy Alcayaga, et elle est née en 1889 dans la vallée de Elqui, qui est donc dans le nord du Chili. Elle vient d'un milieu très modeste. Son père abandonnera sa mère et puis sa demi-sœur alors qu'elle aura 3 ans. Et c'est sa mère et sa grande sœur qui vont l'éduquer. Donc elle est enracinée dans ce monde rural, un monde semi-désertique du nord du Chili. Et elle va avoir une passion pour l'enseignement qui va se développer très vite. Donc elle est connue au Chili comme étant le symbole aussi des institutrices et surtout des maîtresses des écoles rurales. Elle va poursuivre, elle essaiera de rentrer dans l'école normale pour recevoir un diplôme. Et on va l'exclure parce qu'elle commençait déjà à publier des textes considérés comme très révolutionnaires, notamment par rapport aux droits des femmes. Et donc c'est pour cela que notamment l'un des confesseurs va faire en sorte qu'elle n'entre pas dans cette école normale, mais elle va poursuivre son éducation en autodidacte. Elle va publier des poèmes dans des revues, elle va publier des articles, et elle va prendre le pseudonyme de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, elle rend hommage à 2 poètes, Gabriela pour Gabriel D'Annunzio et Mistral pour nous les Français, en ode à Frédéric Mistral. Et depuis, elle gardera ce nom de plume, mais également dans sa vie. Et elle va obtenir un prix pour les sonnets de la mort. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elle prend une ampleur assez particulière. Elle va traverser le Chili en tant que directrice d'école, et c'est pour cela qu'elle le connaîtra du nord à l'extrême sud, puisqu'elle va aller notamment aussi diriger une école à Punta Arenas, qui est sur le détroit de Magellan. Elle va être connue aussi pour le fait de réformer les programmes scolaires, soutenir l'éducation surtout pour les filles, mais également l'éducation pour les enfants des classes les plus modestes. Et puis ensuite, elle sera appelée notamment au Mexique, qui était en train de revoir justement ces programmes d'éducation, pour participer à un groupe qui devait réformer l'éducation mexicaine. Et à partir de ce moment-là, Mistral grandit surtout à l'extérieur du Chili. Ici, et je les salue, on a beaucoup de diplomates, et elle va partir aussi, on va lui donner des charges, notamment comme consul, et elle va naviguer en Europe entre le Portugal, l'Espagne, la France par exemple, et connaître les désastres à la fois de la guerre civile espagnole puis de la guerre mondiale, ce qui fait qu'elle repart vers le Brésil et ensuite s'établira aux États-Unis. Elle va publier plusieurs œuvres absolument majeures. Alors évidemment, on pense souvent à Désolation,
Ternura, c'est traduit comme tendresse. Tendresse. Tendresse, et puis évidemment d'autres œuvres telles que Tala et Lagar, donc Essar et Pressoir que l'on va entendre aujourd'hui. Et en fait, ce qui va être aussi en toile de fond de ce parcours de poétesse, c'est un certain oubli aux côtés du Chili et de mise à l'écart pendant son vivant. Alors qu'en 1945, elle va recevoir le prix Nobel. Et là, elle va être unique à plusieurs égards. Un, parce que c'est la première personne d'Amérique latine à recevoir le prix Nobel de littérature. En plus, c'était une poétesse, ce qui était nouveau, et puis une femme poète. Et à ce moment-là, évidemment, son aura devient absolument internationale. Et comme petit clin d'œil du destin, elle recevra le prix national de littérature, donc un peu l'équivalent du prix Goncourt en France, en 1951 au Chili, donc plusieurs années après le prix Nobel. Elle reviendra au Chili pour une dernière tournée avant son décès, puisqu'elle va décéder en 1957 à New York. Ensuite, elle sera enterrée un petit peu plus tard dans son village de Monte Grande. Aujourd'hui, son œuvre est remise justement à neuf grâce au travail de chercheurs tels que vous deux, grâce à des traductions, grâce à toi, Irène. Et avec une petite, et je m'arrêterai juste là, un petit élément également, c'est que sa personnalité, l'image de Gabriela Mistral pendant la dictature a pris une autre teinte, puisque les écrits qui étaient très engagés, très révolutionnaires également, ont été passés sous silence, et ce n'était pas une censure à 100%, c'était plus le fait de mettre en valeur un autre pan, une autre de ses facettes, qui était l'institutrice qui avait écrit des comptines pour enfants. Et en fait, c'est ça ce qui était mis en avant, c'est cette figure maternelle d'institutrice qui écrivait des comptines qu'apprennent les enfants, d'ailleurs, encore aujourd'hui à l'école primaire. Et aujourd'hui, on voit un regain, surtout notamment à partir de 2019, au moment des grandes protestations sociales à Santiago, de ces facettes beaucoup plus révolutionnaires. Et donc c'est extrêmement intéressant aussi de notre côté, à nous, sciences politiques, mais également du côté littéraire, puisque l'on voit apparaître des pans de son œuvre qui étaient peut-être dans l'ombre avant. Sans plus attendre, justement, Diego, toi qui as travaillé sur son œuvre, tu as dédié aussi un doctorat, tu as fait partie de ceux qui ont récupéré des archives, qu'ils ont étudiées. Est-ce que tu peux nous dire comment, justement, tu as découvert ou peut-être redécouvert Gabriela Mistral, toi qui es passé par le cursus scolaire chilien, et les éléments qui pour toi te paraissent particulièrement saillants, en sachant que son œuvre ne peut pas être intégrée dans des cases. Elle est protéiforme et elle aborde un nombre de thèmes qui sont tellement importants qu'on peut dire c'est une œuvre universelle. Bonsoir à tous d'abord. Et, merci pour avoir préparé cette rencontre, organisé cette rencontre. Et depuis hier, Chili célèbre la Gabriela Mistral. Et nous, ici en France aussi. Alors c'est très important pour nous de commencer cette année. Et cette grande fête qu'on va avoir cette année ici à Sciences Po. Alors, merci beaucoup Delphi pour avoir organisé ça. Et merci Irène aussi pour être ici, parce que c'est très important tout le travail que tu as fait de traduction. Et grâce à toi, Gabriela Mistral a une voix finalement en français. Mais par rapport à ta question, oui. Félicitations pour la petite introduction que tu as fait. C'est incroyable, c'est difficile de dire quoi d'autre ajouter. Hein. Mais en tout cas, il y a une chose qui est importante, et je viendrai après, quand je vais arriver à Gabriela Mistral, mais c'est important de dire que, de certaine manière, Gabriela Mistral, c'est une écrivaine, c'est une poétesse de 3 siècles. Parce qu'elle est née en le 19e siècle, et elle a grandi, elle s'est développée, elle a écrit ses ouvrages pendant le 20e siècle. Mais 50 ans après sa mort, ça veut dire 2007, on a trouvé presque 18 000 documents d'elle qui ont été inconnus. Et ça veut dire que dans les dernières, on dira,
15 ans, 20 ans, on a commencé à travailler, on a découvert que presque la moitié de l'ouvrage de Gabriela Mistral restait inconnu. C'est-à-dire qu'on a des nouveaux poèmes, plusieurs de nouveaux livres qui nous a permis de relire aussi à Gabriela Mistral. Et alors, elle a recommencé une nouvelle vie en tant qu'écrivain et intellectuel pendant le XXe siècle. Ça, c'est aussi important de pourquoi on est aujourd'hui en train de discuter sur elle, parce que c'est très... on dira, il y a une grosse mise à jour de son ouvrage qu'on a eu. Comment je suis arrivé? Comme tous les Chiliens, probablement j'ai entendu de Gabriela Mistral quand j'étais à l'école. Et j'ai entendu sur ce personnage un peu léger, qui c'était la maîtresse de la campagne, qui avait écrit des poèmes pour les enfants, qui est vraiment, je dois reconnaître maintenant, que ça ne m'intéresse pas du tout. Et après, une fois que j'étais à l'université en train d'étudier la littérature, j'étais passionné, et je suis encore passionné, en tout cas, pour l'art de l'avant-garde, l'art du XXe siècle, de la littérature de James Joyce, de Bolaño, voilà. Et j'ai eu un professeur, Luis Vargas Saavedra, qui était un grand spécialiste de Gabriela Mistral, mais je le connais dans un cours sur les avant-gardes artistiques du XXe siècle. Et voilà, c'était un grand cours, j'adorais. Et après, il m'a demandé d'être son assistante à l'université. Et j'étais d'accord, mais il m'a dit, ok, mais j'ai qu'un seul assistant, alors il faut que tu prennes tous les cours que je donne. Et je dis, ok, il m'a dit, il y a un cours de Gabriela Mistral. Et il faut que tu te renseignes un peu. Alors je me souviens parfaitement, c'était l'été de 2005. Et j'ai pris tous les livres de Gabriela Mistral que je trouvais à la bibliothèque de l'université. C'était, je sais pas, une vingtaine de livres minimum. Et je commençais à la lire en pleine nuit. D'abord, je pensais, voilà, il faut le faire. Mais je me souviens, après une semaine, dans laquelle j'avais relire peut-être 3-4 fois toute la poésie de Gabriela Mistral, j'étais étonné. Je ne pourrais pas croire qu'est-ce qui se passe là, comment est-ce qu'on ne connaît pas à Gabriela Mistral, vraiment. Et après, c'était la prose, l'article, et ça, c'était encore plus fort. Je trouvais qu'il y a eu pas seulement une poétesse assez incroyable, mais aussi un intellectuel qui parlait déjà en 1930 de le rôle très important de femmes dans la politique chilienne. Et on était à l'époque dans la discussion de peut-être avoir la première présidente du Chili. Aujourd'hui, on la connaît bien, c'est Michelle Bachelet. Elle était présidente déjà 2 fois, mais en 1930, Gabriela Mistral disait déjà qu'est-ce qui manque au Chili? Il manque une femme présidente. Alors, je pensais, c'est 4 ans après qu'il avait écrit ça, et on n'a pas arrivé à la voir. Et peut-être c'est ça qui nous manque, de lire plus de Gabriela Mistral. Alors, après cet été, j'étais totalement engagé avec l'idée de me dédier à faire connaître Gabriela Mistral. Et après, voilà, je rencontrais Luis Vargas après l'été. On a commencé le cours de Gabriela Mistral. Et comme les Américains disent, right place, right moment. Et Doris Dana, la dernière compagne de Gabriela Mistral, qui avait gardé ces 18 000 documents pendant 50 ans, elle décède. Elle est morte aux États-Unis. On découvre tout ce matériel incroyable et on a discuté sur cette mode, j'ai oublié, les directeurs de l'université dans laquelle je travaillais lui avaient commandé à Luis et à moi de commencer à travailler avec cette incroyable quantité de matériel inconnu de Gabriela Mistral. Et une fois que tout ça a apparu, je trouvais une opportunité assez unique vraiment pour commencer à travailler avec elle. Et voilà, on est là 20 ans après, à Sciences Po, en train de discuter sur Gabriela Mistral. Mais oui, après ça, on a commencé à travailler d'abord sur les poèmes inconnus. Et on a vu très vite qui est presque la moitié de sa poésie restée inconnue. Après,
voilà, j'ai publié déjà 4 de ces autres livres sur ce pensée politique, religieux. Et voilà, et il y a encore des choses à publier en fait. Ouais. Mais ça, j'étais un peu plus loin de ta question, mais voilà. C'est toujours ouais, ce qu'il faut, ouais. Caminante. Oui. Et donc Irène, justement, comment est-ce que toi tu as découvert son œuvre et choisi également de te lancer dans cette œuvre titanesque de traduire Mistral, en sachant que non seulement, comme tu rappelais Diego, c'est quand même une poétesse qui a une œuvre mouvante, parce que année après année on voit de nouveaux poèmes arriver, mais en plus sa langue est une langue de la sensorielle, et c'est vrai qu'on en a souvent parlé. Moi, la première fois que j'entendais les poèmes de Mistral, je ne comprenais pas tout, mais j'écoutais juste cette mélodie, cette musique, ce côté effectivement extrêmement sensible. À l'heure de traduire des mots qui sont enracinés dans des traditions et dans une terre si éloignée de la France, pourquoi tu as choisi et comment tu as pu plonger de cette manière-là dans l'œuvre de Mistral? Alors, c'est une vaste question. Comment j'ai découvert Mistral? Alors, ça touche à une histoire assez intime, mais en même temps, il y a plein de choses qu'on fait dans la vie parce que c'est des événements intimes qui nous y amènent. J'avais 18 ans, j'étais en couple avec un Chilien. Et donc, je suis allée au Chili, voilà, pour la première fois, rencontrer sa famille. Enfin, voilà, donc c'est une histoire assez personnelle. Et c'est son père, qui était un grand lecteur de poésie, qui m'a dit alors, sache qu'il n'y a pas que Neruda. Parce que moi, évidemment, donc j'avais lu Neruda comme tout le monde. Hein. Quand on veut découvrir la poésie chilienne, on lit d'abord Neruda. Et à l'époque, je ne parlais pas espagnol aussi, il faut savoir ça. Je n'avais pas du tout étudié, moi, l'espagnol à l'école. Hein. J'avais fait allemand, anglais, donc rien à voir. Et donc, j'arrive au Chili avec mes 3 pauvres mots d'espagnol, avec l'espagnol du Chili à devoir comprendre. Donc, c'était quand même assez, assez extrême comme bain soudain, mais très intéressant. Et donc, j'ai commencé là-bas, en fait. On est resté tout un mois. J'ai commencé à m'imprégner un peu de l'espagnol du Chili, à parler un petit peu. Enfin, voilà. Et donc, on m'a dit, il faut lire Gabriela Mistral. Et son père m'a offert quelques petits livres de Mistral. Et donc, j'ai commencé à parcourir cette œuvre-là sans comprendre grand-chose, très honnêtement, parce que je n'avais pas le niveau en espagnol, tout simplement. Donc c'était plus une sorte de déchiffrement ou de déchiffrage, comme pour une partition, de ces textes. Et puis, avec les années, j'ai commencé à vraiment parler espagnol, à devenir bilingue, à voyager régulièrement au Chili, et donc à être vraiment imprégnée de la langue chilienne. Et donc aussi, en parallèle, à lire vraiment Mistral cette fois-ci, à être vraiment capable de la lire et de me rendre compte, en fait, de l'immensité de son œuvre et de la beauté de ses poèmes. Et il y a eu un moment où je me suis dit, Neruda, si j'avais pu le lire à l'époque, quand j'avais 18 ans, c'est bien parce qu'il était traduit en français. Ouais. Et en réalité, là, personne ne peut lire Mistral. Il me semble qu'elle est tout aussi immense que Neruda, voire plus. Donc, il va falloir que quelqu'un le fasse, c'est ce que je me suis dit. Et puis, voilà, je parlais vraiment chilien. J'avais voyagé du nord au sud du Chili, sauf en Patagonie. Donc, je connaissais les lieux dont elle parle aussi, par exemple, d'un poème du Chili. Enfin, tout ça était devenu familier. Je connaissais la nourriture, je connaissais les habitudes. Je n'allais pas à l'hôtel, j'allais chez des Chiliens. Donc, je me sentais vraiment immergée. Et il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait, si je ne le fais pas, qui va le faire? Enfin, qui aime à ce point Mistral? Parce que c'est aussi une question d'affect, d'intime, d'amour aussi pour son œuvre. Et donc, j'ai commencé par Tala, donc Essar. D'abord parce que j'avais vraiment une préférence pour son œuvre qu'on peut appeler de la maturité. Donc, son œuvre à partir de Essar, qu'elle écrit en 38 et qu'elle corrige en 47. Et puis ensuite Pressoir et puis Poème du Chili. Je préfère ces œuvres-là que Desolation, qui est une œuvre pour moi qui est très belle, évidemment, mais qui reste plus une œuvre de jeunesse, où elle est encore un peu dans un style qui est proche du romantisme. Enfin, il y a des choses qu'elle n'a pas complètement laissées de côté. Elle le dit elle-même. Hein. Elle dit dans une note de carnet, elle dit que Désolation flotte à peine au-dessus de tant de sirop.
Voilà, Ah ouais. donc de ce côté un peu sirupeux, puis elle dit, et c'est vraiment à partir d'Essar que j'ai trouvé vraiment ma voix, ma pleine voix poétique. Donc j'ai commencé par Essar, un peu dans mon coin, un peu comme ça, sans avoir d'éditeur, sans savoir si un éditeur allait l'accepter. Et de fil en aiguille, j'ai traduit très régulièrement les poèmes, j'avançais comme ça, jusqu'à quasiment terminer une première version de Tal. Et c'est là que je me suis dit, bon, maintenant, il faut chercher un éditeur pour voir si ça vaut le coup de tout reprendre, de retravailler. Je me doutais quand même, en le faisant, que pour une poétesse prix Nobel de littérature, il y avait quand même de grandes chances qu'un éditeur dise oui. Et ça s'est fait ensuite en 5 minutes, honnêtement. Dès que j'ai contacté François, je lui ai envoyé tout ce que j'avais traduit déjà de Tala, et il m'a dit oui tout de suite. Et je lui ai demandé qu'on signe pour 2 livres au moins, parce que je savais qu'en faisant Tala, il fallait faire Lagarde. Enfin, c'était vraiment... il y avait des choses qui se répondaient d'un livre à l'autre. C'était 2 livres qu'il fallait absolument publier. Et donc, il m'a dit oui aussi. On a fait ces 2-là. Et en fait, il a été lui aussi happé par Mistral. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on fait le 3e. On fait Poèmes du Chili. Et on en fera d'autres, puisque, comme disait Diego, il y a quand même des dizaines et des centaines, en fait, même de poèmes qui sont dans ce leg de 2007. Et donc, il y a encore du travail. Voilà. Et qui sont encore inconnus, mais qui sont parfois publiés quand même au Chili. Mais... Et voilà. qu'on va bientôt retrouver en plus. Donc, il y aura d'autres livres. Alors, peut-être pas là, dans les 2 ans qui viennent, parce qu'il faut que je me consacre un peu à d'autres choses, mais je pense d'ici 3-4 ans, Tu sais déjà, là ferai un autre. Tu sais déjà vers Je réfléchis. Il y a plusieurs options. On n'aura pas le coup en avant-première ici. Peut-être à la fin de l'événement. Et d'ailleurs, tu parlais de Neruda, et pour le petit clin d'œil, Neruda, comme élève, va rencontrer Mistral à Temuco, et c'est elle qui va l'encourager à continuer d'écrire des poèmes. Et je pense qu'il a commencé par la même période que Mistral dans sa première poésie aussi, avant de développer un autre style. Alors justement, tu parlais de poèmes du Chili. Et ça, je me retourne vers toi, Diego, parce que tu as fait partie des premiers qui a commencé à étudier cette œuvre qui est absolument monumentale, parce que comme on le disait, il y a des poèmes qui se rajoutent au fur et à mesure du temps. Et je te laisse peut-être expliquer ce qu'est cette œuvre qui voyage du nord au sud du Chili. Et puis Irène pourra te poser la question des défis, justement, de traduire une telle œuvre. Les poèmes de Chile, poèmes du Chili, comme tu l'avais traduit, et c'est probablement l'œuvre de poésie la plus importante de Gabriela Mistral. Elle l'avait écrit pendant les dernières 20 ans de sa vie, mais elle n'a jamais la publié. Et les dernières 20 ans de sa vie, c'est des années un peu trembleuses. Son fils s'est suicidé. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Elle est un peu partout, en train d'oublier, de se déménager dans tous les pays. Et on savait déjà que les dernières 3 à 4 ans de sa vie, elle était déjà très malade. Qu'il a eu des périodes de temps pendant des années qu'elle était totalement perdue, qu'elle oubliait des choses. Mais il y a une lettre qui c'est très importante de 1952, c'est Gabriela Mistral qui l'a écrit à Doris Dana. Elle lui dit « Je viens de terminer Poema de Chile. Je viens de terminer ce livre qui m'a pris une vingtaine d'années. Mais malheureusement, elle n'a jamais arrivé à publier le livre. Alors, elle est morte en 1957. Et en 1967, c'est-à-dire 10 ans après, Doris Dana a pris tous les poèmes qu'on était déjà transcrits de poèmes du Chili. Et c'est la première version qui est apparue dans la maison d'édition Pomaire. C'est une version que a, je crois que 67 poèmes. 67 poèmes, c'est ça? Ouais, je crois. 66 peut-être. Et alors c'est un livre qui sort 10 ans après la mort de Gabriela Mistral, dans le moment que Pablo Neruda est dans le point plus haut de sa carrière aussi. Alors il n'y a pas beaucoup de place pour une autre voix de poésie chilienne à l'époque. Mais en plus, c'est un poème
un livre de poésie en 1967 qui est apparu, et c'est un peu difficile, compliqué de lire. Les personnages qui sont dans le livre, il y a une fantôme alter ego de Gabriela Mistral qui parcourt le Chili depuis le nord jusqu'à l'extrême sud de la Patagonie. Et il y a un deuxième personnage un peu rare, moitié cerf, moitié enfant, que pour l'académie, pour les critiques, reste un peu mystérieux. Et finalement, le livre Poème du Chili passe un peu, on dirait, caché pour l'académie. Et il n'y a pas beaucoup d'articles, pas beaucoup de... Même dans l'académie, hein, il est un peu oublié. Et alors, on arrive 50 ans après la mort de Gabriela Mistral, 40 ans après l'apparition du poème de Chile. Et dans ces 18 000 documents qu'on a commencé à chercher pour la poésie qui était inconnue, dans certains moments, je me souviens bien, je trouvais un petit poème qui c'était un dialogue entre la maman, cette fantôme, cette femme, un personnage du poème de Chile, et les petits garçons. C'était pas moitié cerf, moitié enfant, c'était un enfant, un garçon. Ils sont en train de discuter. Je disais à Luis Vargas, je disais, regarde, il y a ici un poème de Poema de Chile qui n'est pas inclus dans le poème de 1967. Et lui me dit, ouais, voilà, tu le laisses à côté, peut-être ça peut devenir intéressant pour quelque chose d'académique, un truc comme ça. Et on a continué, une semaine après, je trouvais un deuxième poème, qui était déjà aussi de poème du Chili. Après, je trouvais un autre poème qui parlait de la rencontre du cerf, un autre qui c'est la rencontre de l'enfant. Alors, il y a deux personnages, pas un seul, et après... 10 poèmes, et 20 poèmes, et 30 poèmes, 40 poèmes, 60 poèmes, 70 poèmes. Finalement, plus de la moitié de ces poèmes de Chili étaient inconnus, n'étaient pas partie du poème de Chili inconnu qui était publié en 1967. Et alors, le petit projet de faire quelque chose d'académique avait changé radicalement. Et j'étais convaincu que c'était très important de créer ce livre. Hein. Malheureusement, on ne savait jamais c'était quel cet poème de Chili que Gabriela Mistral disait. Je terminais, on ne sait pas comment ça sera. Hein. Mais comme le voyage, a un sens un peu géographique parce qu'il commence son voyage dans le nord de Chili jusqu'au sud. Je mis en ordre le voyage. Je créais un peu... Je créais le plus mieux possible les dialogues entre les personnages. Et finalement, après 5 ans, je publiais en 2013 le Poema de Chile, qui à l'époque a eu 133 poèmes, je crois, mais qu'après 200, on a trouvé déjà des autres poèmes aussi. Alors je dis toujours que les Poemas de Chile, même comme l'histoire de Chili, on ne sait jamais quand il va terminer et qu'il peut continuer à grandir. Mais voilà, c'est ça. Et le poème a sorti et les Chiliens ont adoré le livre. Mon éditeur dit qu'on a déjà, je crois qu'ils sont 8 éditions, qui pour un livre de poésie, c'est assez incroyable. Et voilà, ça c'était le premier livre que je publiais, qui est moi, parce que les autres, on avait publié un peu ensemble dans son équipe. Mais ça, c'était mon petit projet, et voilà, c'était magnifique en fait. Ouais, ça, on peut se douter que pour un chercheur et un littéraire aussi passionné de Mistral, le fait de trouver des documents inédits et puis participer à la constitution de son œuvre ainsi est quand même quelque chose de très unique. Et puis elle est évanescente, elle est magique, et voilà, elle le montre jusqu'à sa dernière œuvre, qui n'est même pas la dernière, puisqu'elle continue de se bâtir et de se renouveler. Mais justement, donc Irène, en fait, Diego te donnait de plus en plus de travail en trouvant les poèmes. On a pas mal travaillé ensemble. Voilà, et il va continuer. Donc, comment est-ce que toi, tu as
travaillé cette traduction du poème du Chili en sachant qu'en plus, elle est en devenir? Et puis, est-ce que cela t'a ajouté des défis par rapport à Essar et Pressoir que tu avais travaillé auparavant? Oui, alors, des défis, oui. Alors, je vais peut-être commencer par ça. Ça a ajouté des défis. Alors, il y a des défis qui sont constants quand on traduit Mistral. Il y a plusieurs choses. D'abord, Mistral a quand même une rythmique très particulière, qui est dans Poème du Chili, spécifiquement des octosyllabes. Donc, ça implique de traduire en respectant une rythmique. Alors, c'est pas, dans Poème du Chili, c'est pas rigide, c'est-à-dire que tous les poèmes sont pas forcément en octosyllabes, et certains poèmes ont des vers qui sont un peu plus longs, un peu plus courts, mais globalement, c'est quand même de l'octosyllabe, qui en fait dit Mistral dans le personnage fantôme, qui est, d'ailleurs s'appelle Gabriela, donc on peut dire que c'est quand même Mistral sous forme de fantôme dans le livre. Elle dit que le rythme des vers, c'est en fait le rythme de la marche, puisque elle, l'enfant autochtone et le bébé Huemul, enfin le petit cerf, traversent le Chili en marchant. C'est à pied que ça se fait. Et donc, cet octosyllabe, c'est le rythme de la marche. Après, dans ses autres livres, elle a aussi très souvent des vers qui sont des vers comptés, qui sont des vers mesurés. Donc ça, c'est un premier défi, c'est d'arriver à garder une rythmique qui soit souple, parce qu'on ne compte pas les vers pareil en français, en espagnol. Enfin, voilà, donc essayer de ne pas avoir de rigidité, mais d'avoir quand même un effet de rythmique assez régulière. Donc ça, c'est un premier défi qui est constant. Et qui était encore plus important pour Poème du Chili, pour cette raison de l'allant de la marche. Donc il fallait encore plus que je m'y tienne que pour les autres livres. Il y a d'autres défis qui sont constants quand on traduit Mistral. C'est le vocabulaire qu'elle emploie, qui est un vocabulaire très personnel, qui reprend des mots ruraux qui viennent notamment de sa vallée de l'Elqui au Chili, des néologismes aussi. Donc Mistral, quand il y a un mot qui n'existe pas dans la langue, elle le crée. Donc ça, on l'a entendu tout à l'heure dans La Fuga, il y avait déjà un premier néologisme. Je réfléchis. Alors, il y a aussi beaucoup de mentions de faune et de termes qui appartiennent à la faune et à la flore, souvent endémiques et qui possèdent pas forcément des noms vernaculaires en français. Parfois, oui. Donc, je passe beaucoup de temps à chercher. Alors, pour Poème de Chili, ça a été un des défis principaux parce qu'elle nomme à travers son parcours à travers la terre chilienne, elle nomme des dizaines de fleurs différentes, d'arbres. Les animaux, encore ça va, mais les fleurs, parfois, il fallait vraiment que je fasse des recherches sur des sites de botanique chiliens pour être sûre, parce que parfois, c'est des noms de fleurs qui portent un nom dans le nord, mais pas le même dans le sud. Donc, il fallait que je repère où elle était dans le parcours sur la carte du Chili en me disant, là, elle est quand même en dessous de la région centrale. Donc, ce nom-là, c'est bien celui de cette fleur-là et pas d'une autre fleur. Enfin, donc, c'est un travail qui est... Voilà, j'ai appris plein de noms de fleurs chiliennes. Oui. La chinchilla, voilà, il y a aussi des légendes, il y a des références culturelles. Alors ça, quand même, ça m'a bien aidé d'avoir quand même passé beaucoup de temps au Chili avec vraiment des gens sur place, parce qu'il y avait des choses que je connaissais déjà, heureusement, donc ça m'a aidé. Il y a toujours des choses qui restent mystérieuses et qui demandent quand même pas mal de recherches. Quelques points qu'on a vus aussi avec Diego pour éclaircir des choses. Quelques points. Quand il y en avait besoin. Voilà, quels sont les... Alors oui, les défis de vocabulaire, ça veut dire, en tant que traductrice, arriver à retrouver à certains endroits cette tonalité rurale qui est marquée quand même dans le texte chilien. Et en français, on n'a pas toujours des termes ruraux, en fait. Ouais. Ça, c'est quelque chose on n'a pas toujours des variantes. On en a certaines, parfois des termes qui sont un peu vieillis aussi, ce qui tombe bien, parce que souvent, les termes ruraux sont perçus comme des archaïsmes si on les emploie ailleurs que dans le lieu rural. Donc, parfois, j'ai utilisé comme ça des termes un peu vieillis qui, en fait, sont souvent d'origine rurale en français. Et puis, j'ai aussi joué sur des tournures syntaxiques.
en les ruralisant un petit peu. Donc, il y a des coins de France où on transforme un tout petit peu la syntaxe. Alors, c'est très subtil. On n'emploie pas exactement pareil les pronoms, les subordonnants, enfin voilà. Et donc, je faisais des petits décalages comme ça qui peuvent donner une sonorité rurale au texte. Et donc, c'est pas forcément aux endroits où Mistral avait employé un terme rural. Il se peut qu'à un endroit, elle a employé un terme rural et que je n'ai pas du tout d'équivalent, mais que dans la manière de tourner syntaxiquement le vers, je recrée une tournure qui donne un côté rural. Voilà, donc c'est tous ces ajustements-là qu'il faut faire en permanence quand on traduit Mistral. Alors là, peut-être sur Poème du Chili, une des difficultés spécifiques aussi, c'est que c'est un livre avec beaucoup de dialogues, ce qui n'est pas le cas dans Essar et Pressoir. Il y a beaucoup de dialogues puisque ce personnage de la poétesse fantôme, mère adoptive de l'enfant autochtone et du cerf, dialogue en permanence, enfin pas en permanence, mais quand même très souvent avec l'enfant. L'enfant lui pose beaucoup de questions sur la faune, sur la flore, sur les lacs, sur les volcans. Elle lui répond, elle l'éduque, elle lui apprend à respecter les animaux, etc. Et donc, il fallait aussi garder cet allant des dialogues et le côté oral, très souvent, des formulations, où l'enfant s'adresse à elle, évidemment, de manière assez vive, assez vivante, et elle lui répond d'eux-mêmes. Donc ça, c'était aussi des choses qu'il fallait travailler spécifiquement pour garder cette vivacité, en fait, du dialogue. Voilà. Merci, et puis merci à toi d'avoir entrepris ce travail qui nous sert beaucoup à nous, parce que c'est impressionnant le travail de précision que tu as fait, et ça marche en plus. En fait, on se dit, ah oui, c'est comme ça qu'en fait on aurait dû traduire, surtout que Mistral aussi parfois accorde des genres à des êtres, par exemple la Lucaria en espagnol, elle devient la mère donc féminine, alors qu'en français, j'ai supposé le traduire, c'est un arbre au masculin, donc oui. Bravo pour tous ces défis-là. Et puis justement, vous parliez du cerf, le Wemul. On aurait pu travailler plusieurs sujets avec nos étudiants par rapport à l'œuvre de Mistral. Alors évidemment, tout ce qui était autour de la justice sociale, du droit à la fois des femmes, mais également des populations autochtones. On aurait pu aller aussi sur son côté un petit peu plus de religiosité populaire, notamment le côté un peu mysticisme. Et tu disais aussi, Diego, elle a été entourée d'épisodes difficiles et de morts, ce qui explique aussi cela. Mais nos étudiantes ici font partie aussi d'un certificat autour des études de genre. Et donc, on souhaitait justement leur passer la parole pour certaines questions qu'elles vont vous adresser. Et la petite référence au Wemul, donc au cerf, qui est le Wemul, il vient de la famille des cervidés, il est en voie d'extinction au Chili, il est sur le blason national. L'un de ses vers, enfin pas de ses vers, c'était dans sa prose, dans un article, a été repris juste au moment notamment des protestations féministes au Chili, menos condor, más huemul. Donc c'est moins de condor, plus de huemul, parce que c'est cette vision du cerf qui est aussi qu'elle voulait redorer plutôt que le condor qui est assez impérial. Et donc cela fait la petite transition avec Jade qui avait une première question autour de ces thématiques-là. Oui, bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je ne connaissais pas l'œuvre de Mistral avant cette conférence, donc je m'y suis plongée un petit peu seule. Et ce qui m'a vraiment marqué, c'est la sacralisation de la figure maternelle. Donc il y a dans ces textes une véritable sublimation de ce rôle qu'elle érige vraiment en une voie d'accès à une forme de sainteté. Dans ses écrits en prose, par exemple, dans un de ses textes qui s'appelle « La mère, un chef-d'œuvre », elle écrit « Où qu'elle voie, vivante ou morte, elle continuera à y accomplir son labeur qui commença un jour pour ne s'arrêter jamais. » Donc la figure maternelle apparaît comme invincible, plus puissante que la nature, et même dépourvue de toute faiblesse. Donc on peut penser qu'une telle exaltation de la maternité dans un contexte où ce rôle demeurait et demeure encore largement dévalorisé peut être perçu comme une démarche profondément féministe. Mais comment est-ce qu'on peut penser aujourd'hui cette sacralisation à l'aune des débats féministes contemporains qui interrogent l'essentialisation des rôles associés aux femmes? Et je voulais savoir si cette ambivalence est discutée dans les mouvements féministes qui reprennent la figure de Gabriela Mistral. Merci beaucoup. Qui se lance? Wow.
Très bonne question. Et, Profe. peut-être on peut commencer par la figure de la mère, de la poésie de Gabriela Mistral, et après on peut y aller à la figure un peu plus intellectuelle, activiste, féministe. Et c'est vrai que la mère, c'est une figure récurrente et assez importante et présente dans tous les livres de Gabriela Mistral. Et pour y aller un peu plus loin de Poema de Chile, qu'on a parlé déjà assez beaucoup. Et par exemple, la muerte de mi madre, non? La mort de ma mère, qui c'est en Essart. C'est la première section du livre Essart. Il parle de la mère de Gabriela Mistral. C'est une inspiration on dirait autobiographique. Mais on voit qu'à travers la mère, à travers la figure de la mère, on transcende la vie et la mort. La mère existe après la mort, on dira dans l'âme de la fille. Et ça ne s'explique que seulement que l'amour, ça c'est un peu l'idée cliché, non? Que l'amour c'est plus fort que toutes les autres choses, mais aussi il y a une vision mystique religieuse qui vient même d'avant, déjà dans le décennie 1910, quand il y a des lettres dans lesquelles Gabriela Mistral dit on peut aimer qu'elle est morte, parce qu'elle est morte ne peut pas être trahie. Et la figure de la mère, c'est un peu la totalité. On aime la personne plus aimée après la mort, on va la suivre pour l'éternité. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on suit? On suit une idée d'être protégé, que jamais on jamais va l'attraper. Et c'est une espèce de schéma éternel, et infini en plus. Ouais. Ça d'abord. Alors, c'est une figure qui nous invite à penser sur la mort et l'amour, mais aussi sur la vie et la mort. C'est-à-dire que l'amour, c'est sur toute cette conception de la vie. C'est une vision aussi bouddhiste qui nous permet d'avoir des sentiments qui sont plus loin que les matériels. Et c'est un peu du côté... Ouais, on peut parler beaucoup de ça, en fait. Mais spécialement cette figure de sa mère, c'est sa première chose. Et après, il y a des autres poèmes, des autres livres, comme Tendresse, par exemple, dans lesquels on voit la figure de la maîtresse / on dirait mère, qui, à travers la poésie, à travers les chants, peut créer conscience dans les autres, et spécialement dans les enfants et dans les bébés. Et pas seulement avec les chansons, mais aussi, par exemple, il y a un poème qui est super connu, qui c'est comme c'est dit, le petit pied des enfants. D'enfants qui est suivant est entendu comme un poème pour les enfants. Mais si on voit vraiment qu'est-ce qu'il dit, ce poème, il parle de la pauvreté des enfants plus défavorisés. Alors c'est déjà un poème qui a une critique énorme d'une mère, c'est la voix d'une mère qui a besoin d'agir sur cette injustice, on dira. Et ça passe à travers la poésie, à travers cette frustration de mère. Alors, c'est pour ça que je disais avant, la figure de la mère, c'est assez énorme de la poésie de Mistral, parce qu'il y a plusieurs significations et plusieurs possibilités de s'exprimer à travers cette figure, à travers aussi comme il manque la mère. Oui, et pour faire le lien avec le féminisme, je pensais à un poème de Desolación, qui est un poème qui s'appelle Poème de la madre más triste, quelque chose comme ça, poème de la mère la plus triste, qui est un très très beau poème où on voit une jeune fille qui dit que son père vient de la jeter dehors parce qu'elle a avoué qu'elle était enceinte sans être mariée. Et en fait, Mistral raconte une scène qu'elle voit dans la rue où cette jeune fille pleure sur un trottoir, quoi, et où un homme qui passe et qui voit qu'elle est enceinte et qu'elle est seule, etc., l'insulte. Et en fait, Mistral dit elle dit « J'ai senti en cet instant toute la solidarité du sexe.
c'est-à-dire du sexe féminin et des femmes envers les femmes. Et elle poursuit sur cette idée que vous souleviez de la sacralité de la maternité. Elle dit en fait, l'état d'une femme qui porte un enfant est un état sacré en soi. Il s'agit de 2 vies. Et donc, elle décide d'écrire ce poème en solidarité féminine avec la condition de fille-mère qui est évidemment ultra condamnée dans le Chili de l'époque. Donc c'est un poème qui associe comme ça l'idée d'une maternité sacrée et un engagement féministe. Et elle fait même une note à ce poème où elle dit alors il y a des femmes en fait pieuses, même bigotes, qui m'ont dit qu'il fallait que j'enlève ce poème du livre, et il est hors de question que je l'enlève. Au contraire, il va rester et il est là pour en fait dire cette solidarité. Donc effectivement, il y a un engagement féministe qu'on peut relier à cette importance de la figure maternelle. Après, sur la question de l'essentialisation, je pense que ça pourrait être le cas si toutes les figures féminines chez Mistral étaient orientées vers un destin maternel, ce qui est très, très, très loin d'être le cas. Il y a énormément de figures féminines chez Mistral. C'est un éventail de figures qui font des choses très différentes, qui sont parfois des artistes aussi, qui sont des danseuses, qui sont des sculptrices, enfin voilà, il y a plein de figures comme ça, de femmes fortes, de femmes puissantes, qui sont pas, enfin dans lesquelles la maternité, dans les destins desquels la maternité n'entre pas du tout, n'est pas décrite, n'est pas présente. Donc je pense que c'est vrai que la figure de la mère est centrale, et surtout la figure de sa propre mère, comme le disait Diego. Parce que la perte de sa mère, c'est pas juste la perte de sa mère, c'est l'occasion d'une crise religieuse. C'est-à-dire que au moment où sa mère meurt, il y a une crise de confiance dans le Christ qui est très très forte et qui se sent beaucoup au début de Essar. Donc la figure de sa mère est très présente, mais les figures féminines sont tellement variées qu'il n'y a pas d'essentialisation, où il n'y a pas l'idée qu'il faut que le rôle de la femme, qu'il faut la cantonner à la maternité. C'est beaucoup plus vaste que ça. Et après, une dernière petite chose, je dis ça, j'ai une tendance à Attention, t'en as une deuxième carte. monopoliser la parole, mais il y a une autre chose qui est assez importante sur le féminisme de Gabriela Mistral. Et il y a toujours une espèce d'authenticité quand on parle de Gabriela Mistral, parce que même si on peut dire qu'elle est écologiste, elle était religieuse, mais c'est toujours différent à tout ce qu'on comprend comme écologiste ou féministe. Et par rapport au féminisme de Gabriela Mistral, il faut penser, quand elle a eu 17 ans, c'est-à-dire en 1906, elle a écrit un article qui était publié dans son journal local du nord de Chili. C'est un article avec un titre qui s'appelle « L'instruction de la mujer », l'instruction des femmes. De 17 ans, l'accès à l'éducation pour les femmes au Chili, c'était assez difficile à l'époque. Et elle disait, alors, c'est le début du XXe siècle. Si ce siècle sera sans les femmes, si les femmes seront hors l'éducation, ce sera un siècle de l'horreur. Et ça, c'est la première de la lutte féministe, qu'on peut dire, qu'elle a eue. Et c'était l'éducation. Après, déjà en 1920, c'est-à-dire 15 ans après ou 20 ans après, elle commence à publier des articles sur l'accès au monde du travail. Elle dit, mais attention, parce que le travail, c'est une espèce d'esclavage pour les hommes. Alors, on ne peut pas y aller courir pour faire partie de ce monde de travail. Et il faut avoir attention. Il faut garder notre humanité aussi si on ne veut pas terminer comme les hommes. Tous les groupes féministes de l'époque en disant mais c'est quoi ça, hein? C'est pas possible, il faut qu'on entre tout de suite à travailler dans toutes les matières et tous les sujets. Ils disent mais non. On a une opportunité d'entrer, de faire partie de ce monde laboral, mais de manière différente. Alors, elle a eu déjà des problèmes dans ce niveau, avec les cercles féministes. Et après, c'était les questions sur la démocratie. Et même s'il avait soutenu notamment les votes pour les femmes,
Il disait, sans éducation, il n'y a aucun sens qu'on va voter, parce qu'on peut faire que notre démocratie sera encore plus faible si les femmes votent sans l'éducation. Et encore une fois, c'est un scandale. Et les féministes ont dit, mais c'est quoi cette femme qui n'est pas féministe, elle doit être féministe, mais elle dit des choses comme ça. Alors, et en plus, il y a eu un autre dispute, on dirait, discussion qu'il a eu avec les cercles féministes, parce qu'il était invité plusieurs fois à faire partie de ce cercle féministe, surtout pendant les années 20. Et il disait, s'il n'y a pas dans ce cercle de maîtresses, d'infirmières, voilà, des gens qui viennent, des femmes qui sont parties du peuple, et ce cercle féministe qui est de la classe haut, je ne serais pas parti. Je n'appartiens pas à ce cercle. Alors, il y a eu plusieurs différences avec les cercles féministes. Aujourd'hui, on la comprend bien. On comprend bien pourquoi elle a eu cette position. Mais je crois que cette espèce de controverse d'avoir toujours un point de vue qui était plus loin que les restes qui étaient autour d'elle, et nous permet aujourd'hui de la comprendre bien, mais aussi on peut voir qu'elle était totalement un génie. Et elle était une féministe du XXe siècle, déjà au début du XXIe siècle, déjà au début du XXe siècle. Je sais pas si tu veux ajouter quelque autre chose. Et alors, Diego, tu anticipes en plus une question qui suivait. Juste pour vous dire au public qu'on va faire passer des micros ensuite également pour que vous les posiez. On a donc encore deux questions étudiantes et après, c'est à vous. Donc justement, tu anticipais la question qui vient, qui est à double voix, Gabriela et Victoria, sur le lien avec le féminisme d'aujourd'hui. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions. C'était, oui, c'est moi, extrêmement intéressant. Et du coup, Diego, vous faites la transition parfaite pour nos questions. Donc moi, je vais introduire un peu les deux questions qu'on avait. Gabriela Mistral fut une femme profondément complexe et en décalage avec les normes de son époque. Non seulement elle était indépendante, mais diplomate, dans un monde qui était largement réservé aux hommes. Et parallèlement, elle cultivait une véritable sororité artistique avec d'autres femmes écrivaines. Pourtant, comme vous avez dit, elle ne s'est jamais identifiée au cercle féministe d'élite de son temps. Et elle affirmait elle-même ne pas se considérer comme féministe et a toujours gardé le silence sur sa vie affective et son orientation sexuelle. Mais aujourd'hui, au Chili et partout dans le monde, sa figure est réinterprétée par le féminisme contemporain. Notamment, je pense à un graffiti sur un mur au Chili où elle est dessinée avec un foulard vert de la lutte pour le droit à l'avortement, où elle est encore érigée en tant qu'icône queer. Et donc, pour toutes ces raisons, comment est-ce qu'on peut mettre en lumière la figure subversive porter les luttes portées par Gabriela Mistral, tout en respectant ses contradictions, ses silences et ses choix? Et que retenir d'elle aujourd'hui sans la simplifier ou en faire une figure instrumentalisée par les récits féministes contemporains? Et aussi par ailleurs, dans le contexte de la montée d'extrême droite, où les symboles peuvent être aussi instrumentalisés, pensez-vous que la figure de Gabriela Mistral risque d'être récupérée ou au contraire réduite au silence? Et plus largement, fait-elle aussi consensus ou reste-t-elle une figure inconciliable avec les récits dominants? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne fait pas consensus. Oui. On en a encore eu la preuve tout récemment dans l'actualité chilienne. Enfin, je peux peut-être te laisser répondre là-dessus au début. Et puis, La discussion, c'est encore ouverte, je crois. Même si... personnellement, j'adore vraiment toute cette appropriation de Gabriela Mistral. Et je crois que les morts nous appartiennent. Tous les morts nous appartiennent. Et je me souviens, en 2019, j'étais à la rue pendant cette grande manifestation qu'on a eue au Chili, et quand j'ai vu le graffiti qui disait « Menos Condor et más Huemul », je me sentis, j'appartiens ici, c'est bien que je suis là. Mais après, voilà, ce dessin qui était assez controversial, on peut dire, parce que c'était une figure de Gabriela Mistral qu'on n'a jamais vue comme ça. C'était une Mistral un peu punky, féministe. Mais à mon avis, ça veut dire qu'elle
que le Chili du XXe siècle a commencé à s'approprier de sa mémoire, de certaine manière. Et ça, c'est toujours une chose positive. Après, si ça va nous aider ou non pour nous élever contre les menaces de l'extrême droite, je ne sais pas si je peux parler de ça, je suis en tant que diplomate, mais à ce moment, je laisse la parole à Irène alors. Non, sur la question de qu'est-ce qu'elle aurait voulu ou pas voulu, puisque vous disiez qu'elle a gardé le silence sur son orientation sexuelle, etc. Évidemment, elle vivait à une époque où c'était plus compliqué de le vivre ouvertement. On ne sait pas ce qu'elle aurait fait si elle avait vécu à notre époque, et je pense aussi que les morts, comme tu dis, enfin les grandes figures comme ça, évoluent au fil du temps, que le sens qu'on leur donne évolue au fil du temps. Mistral, je veux dire, sa queerness n'est plus à prouver. On sait qu'elle signait des lettres à sa compagne au masculin. Elle signait ton cher amour au masculin. Enfin, donc elle avait une manière d'être qui était queer, mais à plein de niveaux. C'est-à-dire une sorte de fluidité très grande, qui était une fluidité de genre très grande, une fluidité aussi dans son orientation sexuelle, mais même quand on regarde ses manuscrits, elle a une fluidité aussi qui touche à son identité, même dans son usage de la langue et des langues. Par exemple, il y a des textes qu'on voit, des lettres, des notes qu'elle prend, où elle change tous les 2 mots de langue. Par exemple, elle écrit, elle commence une idée en espagnol, elle la continue en anglais, elle la finit en français. Par exemple, à des époques où elle vit en France. Ça, c'est complètement sidérant. Enfin, ça montre comme ça cette espèce de fluidité d'une identité qui est jamais fixe. C'est-à-dire, si on est capable de rédiger toute une note de carnet en changeant de langue tous les 3 mots, parce que c'est vraiment ça, ça veut dire qu'on est dans un rapport à soi, dans un rapport à la communication qui est totalement fluide, parce qu'il ne s'agit pas de... Enfin, c'est vraiment des notes intimes, hein, c'est des notes de carnet qui sont personnelles. Rien ne l'oblige à changer de langue. Ça a apparu aussi dans le livre après. Par exemple, en Essart, on trouve une section qui s'appelle « Saudade ». Oui, qui est un mot portugais. Un mot portugais, qui est une espèce de nostalgie, mais qui n'existe pas en espagnol, même en français. Et il met les titres Saudade dans une section de son livre en espagnol. Voilà. C'est une appropriation aussi. Donc voilà, donc elle avait cette fluidité d'identité, et qu'elle soit revendiquée aujourd'hui, moi je trouve ça aussi absolument génial. Après, ce qui est assez amusant, c'est que cette revendication par la communauté LGBTQIA+, elle se fait surtout sur la base ses œuvres en prose. Parce que si on lit sa poésie, on ne trouve pas beaucoup d'éléments qui vont dans le sens de la queerness, etc. Il y a la section folle femme dans Lagal, qui est vraiment une section clairement féministe, voilà. Ça, c'est très net. Dans Poème du Chili, il y a cette manière de faire famille différemment, de sortir des schémas traditionnels, de faire famille entre la morte et les vivants, l'animal et l'humain, l'autochtone, la métisse. Enfin, il y a tout ça qui s'entremêle. Donc, là aussi, il y a une certaine fluidité, mais finalement, c'est tout. C'est surtout dans sa prose et dans ses textes intimes qu'on va trouver des signes de sa queerness, des preuves, on pourrait presque dire, puisqu'au Chili, il a quand même fallu aussi apporter des preuves. Hein. Il y a eu aussi un déni pendant très, très longtemps sur l'orientation sexuelle de Mistral, sur sa queerness, et même encore. C'est un gros sujet à débat, mais... Donc c'est là, c'est présent, et moi je trouve ça magnifique qu'elle soit revendiquée comme ça aujourd'hui, qu'elle se transforme avec l'époque dans laquelle elle est. Mais oui, pour l'extrême droite, moi je sais pas trop quoi dire, honnêtement. Elle pourrait être étouffée. Ça s'est passé pendant la dictature. Je veux dire, on l'a déjà vu. À l'époque de Pinochet, elle n'était qu'une écrivaine pour enfants, avec des couvertures où on voyait des petits enfants qui couraient dans la nature avec un filet à papillons. C'était que ça, Mistral, finalement. Et justement, tu parlais des différentes langues qu'elle employait et son style fluide. Et je pense que ça fait encore une transition vers la dernière question qui aborde plutôt le style littéraire. Et ensuite, ce sera à vous. Donc, vous pouvez réfléchir à vos questions, cher public. Très bien, je vous laisse conclure. Bonsoir, merci pour votre présence ce soir. Donc moi, j'aimerais revenir sur plutôt son processus de création poétique,
puisque comme une poésie qui est plutôt ancrée dans une spiritualité ouverte, à la fois où la douleur mais également l'espoir coexistent, la poésie de Gabriela Mistral, elle se caractérise à la fois par une profonde sincérité, une musicalité à la fois douce et puissante, des métaphores très fortes, une richesse thématique, mais également une modernité stylistique qui dialogue avec les grandes questions existentielles de notre temps, autant liées à la nature, à la spiritualité, à la solitude ou même à la mort. Et dans un même temps, sa création poétique, il me semble, fait également émerger ces interstices féconds, c'est-à-dire ces zones un peu floues dans son processus poétique qui à la fois permettent de faire dialoguer des notions qui s'opposent entre l'intime et le collectif, mais également entre le particulier, l'universel ou encore le profane et le sacré. Et il me semble que c'est justement dans ces interstices, ces zones un peu floues d'opposition et de dialogue que se diffuse toute la puissance de son écriture. Donc aujourd'hui, comment, selon vous, pourrait-on caractériser la poésie de Gabriela Mistral à partir même de ces interstices? Oh, c'était une fort longue question. En fait, je crois que vous l'avez très bien caractérisé, à mon avis, à partir de ces interstices que vous avez nommés de manière assez juste, en fait. Je trouve, par exemple, le singulier et le collectif, c'est quelque chose qui est tout le temps présent chez Mistral. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, mais elle se laisse vraiment traverser par des voix. Il n'y a pas que sa voix, en fait, dans sa propre poésie. Par exemple, je parlais de la section Folle Femme de Pressoir. On sent bien qu'il y a d'autres voix féminines qui parlent à travers elle. Et qu'elle est à la fois toutes ces femmes, donc il y a une singularité, et en même temps quelque chose de très collectif. Donc je crois que c'est assez juste, en fait. Je ne sais plus quels autres interstices vous aviez nommés dans votre question, mais ça m'avait... Universel. Particulier Ouais, universel. particulier universel, mais il y en avait un autre, un premier, qui était... Profane, sacré. Oui, bah ça c'est très juste aussi, parce que la spiritualité mistralienne, c'est pas une spiritualité monolithique. C'est une spiritualité extrêmement pluriforme qui est ancrée dans le catholicisme, évidemment, mais qui s'est inspirée d'autres religions. On parlait du bouddhisme tout à l'heure, l'hindouisme, l'occultisme. Donc Judaïsme, tout ça, c'est... même. Ouais, tout ça l'a inspirée, et donc elle a... Et puis... les mythologie grecque, mythologie de Mésoamérique, tout ça vient former en fait une sorte de syncrétisme assez unique, et où en plus il n'y a pas de frontière entre ce qui serait en effet profane, par exemple un cerf ou une fleur, et puis des dieux. C'est-à-dire que tout cohabite en fait dans un même monde et dans un même univers. On peut être en contact avec des dieux et en contact avec des fleurs quasiment de la même manière. Donc ça, c'est assez fascinant. Oui, je suis tout à fait d'accord. Peut-être sur les processus de création, ça c'est intéressant aussi. Parce qu'il y a des poètes, Neruda par exemple, ou Violeta Parra, qui sont des poètes que pour écrire 5 poèmes dans 5 jours, elles disent voilà, elles sont prêtes pour être imprimées. Mais Gabriela Mistral, c'était tout le contraire. Je dirais, elle est une professionnelle de l'écriture. Et il y a milliards de cahiers avec des exercices de rimes, milliards de cahiers avec des exercices de musicalité dans la poésie qu'elle a eu avec elle. Elle gardait les cahiers pour les étudier. Une fois qu'elle les avait écrits, elle les étudiait. Après, on trouve plusieurs versions de différents poèmes, de même poème, pardon. Alors, elle avait écrit un poème en 1925, elle l'avait réécrit en 1927, continué à le travailler, et finalement, elle l'avait publié en 1938. Elle pourrait prendre 20 ans pour vraiment dire ce poème, c'est terminé, c'est fini, c'est prêt pour imprimer, pour que les autres pourront le lire. Et comme tu disais avant, c'est avec Thala, c'est-à-dire 1938, elle a eu 49 ans. Quand elle dit, voilà, je suis prêt, voilà, je trouvais ma voie de la poésie. Elle a eu déjà une carrière de plus de 30 ans, 35 ans. Et
le même poème du Chili, on dit 20 ans en train d'écrire un livre de poésie, et on trouve plusieurs versions. Alors, elle essayait sur comment trouver les mots parfaits, les rimes parfaites, la rime parfaite. Et ça parle beaucoup de professionnalisme dans lequel elle a vu sa poésie. Ce n'était pas la même chose avec la prose. Elle pourrait écrire 3 à 4 articles dans une semaine de 10 pages chaque article. C'est-à-dire, elle écrit assez beaucoup et vite. Elle a eu ses idées très claires. Mais avec la poésie, c'était autre chose. Ouais. C'était un exercice plus compliqué qu'il a vu comme aussi je dirais, ouais, c'est le triangle de Platon, hein, de la beauté, la vérité. Aide-moi avec le vocabulaire, je ne sais pas en français. De choc Ouais, à côté, ouais, ouais. Mais c'est ça, c'est une manière de voir l'art avec une implication totale. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup de livres de poésie d'elle publiés. Il y a 5 livres. Maintenant, il y a plus, mais vraiment, en vivant, elle a publié 4 livres. Elle a quand même laissé passer 16 ans entre Essart et Pressoir, ce qui est sidérant. Enfin, 16 ans, c'est... Et entre Désolation et Sartre, c'est 1600. Il y a Ternou, là, quand même. 1600, et après, presque une vingtaine aussi. Ouais. Merci beaucoup. Puis maintenant, place aux questions de la salle. Ah, Armando. Ah ouais. Oui, bonjour. Merci encore pour tous ces propos intéressants. J'avais une question. Vous avez parlé de l'identité sexuelle, d'identité sociale, d'identité linguistique même de Mistral. Qu'en est-il de son identité ethnique, j'allais dire? En fait, ce côté métis, ce côté... alors, qui est-elle? Comment se définit-elle de ce côté-là? Est-elle une indigène? Est-elle une métisse? Est-elle une mapuche, une aborigène? Qui est Mistral dans ce monde chilien qui est un monde de caste? Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Olivet. C'est après son voyage au Mexique en 1922 qu'elle commence à revendiquer son origine métisse. Des côtés elle a fait un peu l'exercice, mais elle a trouvé des racines indigènes dans elle-même. Mais c'était à partir de cette expérience au Mexique qu'il a vu en vraie valeur dans les peuples indigènes. Et après, elle a commencé à écrire sur un peu tous les peuples indigènes de l'Amérique latine. Il y a des Mapuches, mais aussi les temps qu'elle était au Brésil. Elle écrivait sur les peuples de l'Amazonie. Il y a une revendication, il y a plusieurs Gabriela Mistral, c'est ça. Mais c'est vrai que la Gabriela Mistral latino-américaine, surtout la qui a revendiqué les valeurs indigènes, on n'a pas discuté beaucoup. Mais elle était très présente après 1922 dans sa vie et dans ses livres. On peut le trouver en Essart, de la section América, par exemple, ils sont tous notés. Ce qui était intéressant, c'est qu'elle disait dans certains textes je suis métissée de basque, puisqu'elle a aussi des origines basques. Et ce qui est assez intéressant, c'est de le dire dans ce sens-là. C'est de ne pas dire je suis métissée d'origine indigène, mais bien je suis d'abord indigène et il y a un métissage qui vient ensuite et qui est le basque. Et donc elle remet les choses aussi dans le sens dans lequel elles se sont passées dans l'histoire de la colonisation. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est une perspective qui est proto-décoloniale, on pourrait dire. Ouais. Et même au poème de Chile, au poème du Chili, le personnage de l'enfant, c'est un garçon d'origine atacameño, hein, c'est un indigène aussi. Alors c'est une des figures qu'elle commence à utiliser et ils sont restés dans son ouvrage. Et on les trouve un peu partout. Il y a, spécialement dans la prose, hein, il y a des articles qui sont très forts. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, on a une main qui se lève juste ici. Bonjour, merci. Ça rigole, hein.
C'est un élève, c'est ça. Alors, j'ai une petite question, c'est peut-être pas hyper pertinent, mais je me suis posé la question. Étant donné que vous avez trouvé en fait beaucoup d'écrits posthumes, où en fait Gabriela Mistral était déjà décédée, on a redécouvert des textes. Comment est-ce qu'on peut savoir, comment est-ce que l'autrice elle-même aurait délimité par exemple, poème du Chili, comment est-ce qu'elle aurait délimité quels poèmes en font partie, lesquels n'en font pas partie? Parce que quand vous expliquez cette lettre où elle écrit « J'ai fini poème du Chili », est-ce qu'elle contenait 250 pièces ou est-ce qu'il y en avait 130? Enfin, voilà. C'est une très bonne question. On ne saurait jamais. On ne peut pas savoir. Mais il y a quelques astuces. Non, non, je ne sais pas. Il y a des listes, des notes, des cahiers dans lesquels elle s'exprime, elle configure une idée. Mais la version finale, c'est pas possible de savoir. Ouais. C'est une invention, quoi. Il y a des tables des matières, il y a des poèmes... Ça, c'est le travail que tu as fait. Tu as trouvé un poème en octosyllabes qui mentionnait le cerf et un enfant. Tu savais que ça faisait partie du poème du Chili. Si le Wemul et l'enfant étaient là, ou la maman et l'enfant étaient là, je sais pas, c'est un poème du Chili. Après, je travaillais beaucoup aussi en tant qu'éditeur des poètes vivants. Hein. Et je peux dire que c'est toujours plus facile de travailler avec des écrivains qui sont morts. Je ne peux pas discuter avec l'éditeur. Et c'était aussi le cas de Mistral. Pour moi, je vais citer tout le temps, avant de publier le livre, si ça sera les livres qu'il aimerait ou non. Et je fais peut-être 4-5 versions avant que j'étais convaincu que c'était le livre à publier. Et après, on le laisse partir. Je pensais que ça sera les lecteurs, les Chiliens d'abord, maintenant je parle le français aussi, verront si les livres font la peine ou non. Et heureusement, apparemment, les cas, c'est que pour les Chiliens, en tout cas, ils s'aiment bien. Ouais. Mais on ne saurait jamais quelle sera la version finale de Mistral qu'il avait dit en 1952. On ne sait pas. Même là, elle échappe aux cases. Une autre question? Oui, Madame la Carole. Oui, bonsoir, merci pour vos interventions. J'avais une question peut-être plus générale concernant les maisons d'édition. Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait, je crois, 7 ou 8 maisons d'édition qui s'intéressaient à Gabriela Mistral. Et je voulais savoir quel était aujourd'hui le lien entre le peuple chilien et la poésie, et à quel moment la poésie a pu être accessible à tous. Je pensais un petit peu en France, et pas faire tout à fait le parallèle, mais avec Jacques Prévert, par exemple, qu'on étudiait, et qu'on étudie beaucoup dans les écoles, au collège, au lycée, et dont on a souvent des souvenirs, voilà, un peu comme Gabriel Mistral, des poèmes qui s'adressent à des enfants. Or, il a été aussi très, très engagé, et c'est vraiment un des premiers que les Français ont pu lire, parce que les éditions Gallimard ont décidé de le publier en poche. Donc, je voulais savoir quel était le lien aujourd'hui qu'on pouvait faire entre le peuple chilien et la poésie, et si aujourd'hui, dans les écoles, au collège et lycée, comment était enseignée Gabriela Mistral? Est-ce que c'était plus la poétesse pour enfants qui était privilégiée? Ok. Les maisons d'édition, c'était au Chili que vous demandiez, non? Oui. Ah, ok. Alors, c'est une question qui est pour moi. Quel honneur, merci. Et, tout est un peu en train de changer. Et peut-être on est d'accord que la poésie, c'est pas l'art la plus, comment dire, plus connue, que les jeunes lire plus et plus poésie tous les jours. Ça sera un message. Ouais. Mais c'est pas la faute de la poésie. Même au Chili, je connais milliards de personnes qui adorent la poésie, qui suivent la poésie, et qui suivent les poètes, et qui achètent des livres de poésie. Et il y a encore de livres de poésie qui sont publiés. Et il y a encore de poètes dans la rue.
alors, il est encore vivant. Malgré tout, la poésie est encore vivant et continuera à être vivant, je suis sûr de ça. Après, c'est quel est le lien entre Gabriela Mistral et les peuples chiliens? Après, j'irai à la salle de l'école. Hein, mais comme je disais avant, à partir de qu'on a découvert de 18 000 documents, il y a une nouvelle Gabriela Mistral qui est apparue. Alors aujourd'hui, on trouve les gens qui connaissent Gabriela Mistral mieux que ses parents et que ses grands-parents aussi. Alors il y a des jeunes qui connaissent Gabriela Mistral et qui sentent que Gabriela Mistral appartient à sa identité, à l'identité chilienne. Alors je dirais Gabriela Mistral, c'est plus fort dans l'identité chilienne aujourd'hui qu'elle était, ça fait 50 ans, 60 ans. Après, il y a toujours des travaux à faire sur les modèles éducationnels. Mais ça, c'est pas qui est avec Gabriela Mistral. C'est un sujet assez plus grand. Alors, je ne sais pas si ça répond à votre question, mais j'aimerais que les Chiliens, peut-être tout le monde connaît mieux Gabriela Mistral. Que ça pourrait nous aider à faire face à tous les défis qu'on a aujourd'hui. Gabriela Mistral, c'est un génie atemporal qui avait écrit des mots que si on les comprend mieux aujourd'hui, je suis sûr qu'on pourrait trouver même des mots pour créer un dialogue dans les endroits dans lesquels il n'y a pas de dialogue aujourd'hui. Très bien, merci beaucoup. Et puis je pense que l'influence de Gabriela Mistral, elle est aussi de manière consciente et inconsciente, parce qu'on sent qu'il y en a qui sont influencés par son œuvre sans même le savoir. Et donc c'est aussi la puissance de son œuvre. On a le temps pour une dernière question avant de clore avec des vers de Gabriela Mistral. Non, on écoute Doña Gabriela al tiro. Al tiro. Très bien, une dernière question. On y va. Oui, al tiro, bon courage. Immédiatement. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Moi, j'avais une question peut-être un petit peu plus historique par rapport à son passage au Mexique qu'elle a fait du coup pour aider à la rédaction des programmes scolaires. Je voulais savoir un petit peu quel avait été son apport là-bas et comment est-ce qu'elle avait pu faire un lien entre son art et tout l'aspect scolaire. Il était 2 fois au Mexique. Moi, ce que j'ai retenu, c'est la question des escuelas granjas. Des écoles. La première fois. Ouais, des écoles qui étaient en même temps des fermes. Donc, en fait, justement, pour que les enfants des zones rurales, dont les parents ne voulaient pas forcément qu'ils aillent à l'école, parce que pendant ce temps, ils n'apprenaient pas à travailler à la ferme et à faire les travaux des champs, etc. Alors, dans ce principe d'école qui était en même temps des fermes, les enfants apprenaient à la fois le travail le travail des champs et puis des bêtes, enfin de l'élevage, enfin tout ça, et puis à compter, lire, écrire. Donc ça, c'est quand même une idée assez géniale. Aussi, c'est le livre Lecturas para Mujeres qu'il avait publié en 1923. C'était une anthologie de textes de grands écrivains du monde. Elle a créé ce texte dans le titre, l'a mis Lecturas para Mujeres, c'est-à-dire lecture pour les femmes, même si le livre n'était pas que pour les femmes, mais aussi pour provoquer l'intention de dire les femmes doivent être parties, les filles doivent être parties de l'école. Alors, elle a essayé de faire cette école farm, Escuela Granja, cette publication. Et après, la deuxième fois qu'elle était au Mexique, elle était consul, elle était déjà diplomate. Et elle a travaillé plus avec les indigènes. Et elle était à Oaxaca et aussi à Veracruz. Et à Guadalajara aussi. Mais voilà, c'était une deuxième partie de son rôle au Mexique, quand elle était déjà prix Nobel de littérature. Elle avait grandi un peu, on dira. Et elle était déjà une voix assez reconnue. Mais voilà, je dirais que la première fois qu'elle était au Mexique, en 1922, change sa vie. Et la deuxième fois, c'est déjà une espèce de reconnaissance qu'elle fait pour le Mexique.
elle rentre au Mexique en disant, voilà, c'est mon pays aussi. Très bien. Merci beaucoup de ces questions. Alors avant de laisser la place au verre de Mistral, laissez-moi remercier déjà le public parce que vous êtes venus nombreuses et nombreux. Donc merci beaucoup. Merci au public en ligne, les étudiants de Poitiers, bonjour depuis Paris. Je voulais aussi remercier la libraire française de Santiago, Marilyn Noël, qui est là. La librairie Le Comptoir est représentée aujourd'hui, alors qu'on était avec des traducteurs et des œuvres dans les deux langues. Merci beaucoup à l'ambassade du Chili. Merci monsieur l'ambassadeur, d'être venu parmi nous aujourd'hui. Bien évidemment, un grand merci à Irène et Diego. Cela a été passionnant, un moment complètement en dehors de tout. Donc, merci beaucoup d'avoir partagé toutes vos connaissances et puis votre passion aussi pour l'œuvre de Mistral. Cela donne envie vraiment d'être dans vos cours. Et puis, permettez-moi de remercier l'équipe audiovisuelle qui nous a permis aussi de retransmettre cet événement à Poitiers, nos partenaires de Présage et qui on a monté l'événement. Bravo aux étudiantes qui ont participé. Un merci aussi à leurs enseignants d'espagnol, Luz Lajos, de les avoir accompagnés pour préparer la rencontre. Et puis enfin, merci à l'équipe de la Maison des Arts et de la Création, comme toujours présente. Merci de nous accompagner pour cela. Donc je vais laisser la parole maintenant à Gabriela Mistral, via la voix de Cléo qui va lire le poème Nacimiento de una casa. Merci encore à la complicité d'Irène qui lira la version française. Et ensuite, nous avons parlé de cette première femme poétesse latino-américaine qui a reçu le prix Nobel de littérature. Et là, nous aurons un autre petit clin d'œil lorsque vous partirez de la salle, un clin d'œil plutôt musical, avec le chant de Violeta Parra dont on a parlé, parce qu'on ne peut pas parler de poésie de la terre, poésie du Chili, sans parler de Violeta Parra. Désolée, moi je suis biaisée aussi de ce côté-là, et qui a écrit une merveilleuse chanson au moment du décès de Gabriela Mistral avec la tradition populaire chilienne, le canto a lo divino. Et donc évidemment, Violeta et Gabriela nous accompagneront à la fin. Et justement, oui, juste pour dire sur Violeta Parra, qui était la première femme latino-américaine à exposer à côté au Louvre. Merci beaucoup pour cette soirée et votre présence. Nacimiento de una casa. Una casa va naciendo en duna californiana y va saltando del médano en gaviota atolondrada. El nacimiento lo agitan carreras y bufonadas, chorros silbados de arena, risas que suelta la grasa, y ya van las vigas madres subiendo apelicanadas. Puerta y puertas van llegando, reñidas con las ventanas, unas a guardarlo todo, otras a darlo fiadas. Los umbrales y dinteles se casan en cuerpos y almas, y unas piernas de pilares bajan a paso de danza. Yo no sé si es que la hacen o de sí misma se alza. Más sé que su alumbramiento la costa trae agitada y van llegando mensajes en flejas enarboladas. El amor acudiría si ya se funde la helada, y por dar fe, luz y aire, hasta tocarla se abajan, aunque se vea tan solo a medio alzar las espaldas. Llegando están los trabajos menudos, pardos y banda, cargando en jibados gnomos teatinos, mimbres y lanas que ojean buscando manos todavía no arribadas. Y baja en un sesgo el ángel custodio de las moradas volea la mano diestra, jurándole su alianza y se la entrega a la costa en alta virgen dorada. En torno al bendecidor hierven 100 cosas trocadas, fiestas, bodas, nacimientos, risas, bienaventuranzas, y se echa una muerte grande al umbral atravesada.
Naissance d'une maison. Une maison est en train de naître sur une dune californienne. Elle jaillit du banc de sable comme une mouette hâtive. Cette naissance est agitée par courses et bouffonneries, par flots sifflants de sable, rires que lance le gravier, et déjà les poutres mères montent, pélicanées. Portes et portes arrivent, brouillées avec les fenêtres, les unes qui gardent tout, les autres qui l'offrent, confiantes. Les seuils et les linteaux se marient corps et âme, et quelques jambes faites piliers descendent au pas de danse. Je ne sais si on l'a bâtie ou si elle s'élève d'elle-même, mais je sais que sa mise au monde sème l'émoi sur la côte et arrive des messages par des flèches décochées. L'amour y viendrait si la glace enfin fondée, et pour y ajouter foi, lumière et air, s'abaisse jusqu'à la toucher, bien qu'on la voie en soulevant juste un petit peu les épaules. Arrivent à présent les travaux minutieux, bruns et en bande, charriant comme de théatins gnomes bossus, des osiers et des laines, qui regardent alentour à la recherche de mains pas encore arrivées. Et descend d'un trait oblique l'ange gardien des demeures, et plane sa main dextre, il lui jure son alliance et la livre à la côte comme une haute vierge dorée. Tout autour du bénisseur bouillent 100 choses mélangées, fête, noces, naissance, rire, béatitude, et se couche une grande mort sur le seuil, en travers. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci Delphine.